Daniel Kupferstein, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc réalisateur et vous avez réalisé notamment, entre beaucoup d'autres, 3 films. Le premier, 17 octobre 1961, Dissimulation d'un massacre. C'était quand celui-là ? En 2001. Ensuite, Mourir à Charonne, pourquoi ? 8 février 1962, vous l'avez réalisé en 2010. Et puis, plus récemment, Les balles du 14 juillet 1953. 2014. Voilà. Donc 3 films qui ont à la fois des différences, mais aussi beaucoup de points communs, qui parlent de massacres oubliés. Vous êtes devenu le spécialiste des massacres oubliés à Paris, c'est ça ? En fait, presque tous, en fait. Bon, pas tout à fait pour le 17 octobre 1961, mais en tout cas, les deux, à la fois Charonne et puis les balles du 14 juillet. L'un s'est passé à Nation le 14 juillet, et l'autre à Charonne. Donc, c'est des endroits très, très proches géographiquement, en tout cas. Oui, puisque... Enfin, c'était pas tout à fait le même parcours, hein, mais le parcours... à Charonne, il y avait 6 manifestations, en fait, on ne le sait pas trop, mais il y avait 6 manifestations qui étaient réparties dans Paris. Il y en a une qui a été à Saint-Michel, et puis il y a eu plusieurs regroupements du côté du boulevard Beaumarchais, parce que la manifestation à Charonne a été interdite, le rendez-vous était à la Bastille, et du coup, à l'époque, il n'y avait pas de portable, donc les gens se sont retrouvés comme ils pouvaient, etc. Et donc, il y a eu plusieurs cortèges, et il y a un cortège qui a rejoint, qui était du côté de la gare de Lyon, puisqu'il y avait les flics qui étaient à la Bastille, et qui a remonté, qui s'est retrouvé du côté de la rue Fédère, par là, et après ils se sont retrouvés boulevard Voltaire, alors qu'il y avait un autre cortège qui allait du côté de l'avenue de la République, et qui s'est retrouvé boulevard Voltaire, et ça a été le plus gros cortège. Mais il y a eu un autre cortège qui est passé à Saint-Paul, qui a été jusqu'à Saint-Michel. Et celui-là, les flics ne l'ont pas agressé, et ils se sont dispersés, il n'y a rien eu, quoi. Alors, la manifestation dont on parle là, c'est celle du 8 février 1962, manifestation pour la paix en Algérie, oui. À laquelle ont participé beaucoup de militants de gauche, des Algériens, mais pas que, beaucoup de Français aussi. Et d'ailleurs, les 9 morts au métro Charonne sont tous des Français, je crois. Hein. Oui, parce que en fait, la manifestation, celle du 8 février 62, donc c'est une manifestation des syndicats et de partis de gauche, enfin certains partis de gauche, français. Le FLN n'a pas appelé à manifester à Charonne, c'était vraiment une riposte de la part des syndicats et des partis de gauche, PCF et PSU, contre les attentats de l'OAS, parce que la veille, l'OAS avait fait plusieurs attentats, une dizaine, blessant plusieurs personnes, notamment celle qui a été la plus connue, c'est la petite Delphine Renard qui a perdu un œil dans l'attentat qui visait André Malraux. Donc voilà, c'est à la suite de cette réaction que notamment le Parti communiste français, la CGT, ont décidé de faire une manifestation. Mais là-dessus, il y a eu la CFTC qui s'est joint, il y a eu la FEN, et donc le PSU, les jeunesses communistes, les étudiants communistes, le Secours populaire, enfin il y avait une dizaine ou une douzaine d'organisations qui ont appelé à cette manifestation, qui était interdite. Voilà. Et alors, les gens sont morts, écrasés pour la plupart dans le métro, parce que poursuivis par la police qui est chargée au moment de la dispersion de la manifestation. Voilà. Alors, en fait, c'est... d'ailleurs, je voudrais rendre hommage à 2 personnes. C'est Alain Deverp qui a écrit le bouquin le plus important sur Charonne. Alain Deverp, qui est lui-même le fils de Fanny Deverp, qui était morte, assassinée à Charonne. Enfin, je crois qu'on a retrouvé son corps, si je me souviens bien, mais au métro Boulay-Montreuil, mais j'en suis plus tout à fait sûr, et Jean-Luc Einaudi pour le 17 octobre, qui est celui qui a fait, avec Didier Deninx et puis d'autres, qui a fait connaître l'histoire du 17 octobre 1961. On va faire le lien entre les 2 films, peut-être, justement, parce que là, on a parlé de la manifestation de Charonne, et d'ailleurs, dans votre film, Didier Deninx témoigne. Lui, il a décidé d'écrire d'abord sur Charonne, parce qu'il avait
avait une voisine qui était morte à Charonne et il a voulu savoir pourquoi. Il a voulu savoir ce qui s'était passé. Pourquoi tout d'un coup, voilà, cette voisine était morte alors qu'elle allait manifester pacifiquement, etc. Et puis, faisant cette histoire, il s'est aperçu que les morts de Charonne, qui avaient tous un nom, qui avaient été enterrés, avec qui on avait rendu hommage, c'était quand même quelque chose d'officiel, et les morts de Charonne avaient complètement occulté ceux du 17 octobre 1961, quelques mois avant, même préfet de police, Papon, et un massacre en règle dont on ne connaît toujours pas aujourd'hui officiellement le nombre de victimes. Et vous avez donc fait ce film, vous, avant, sur le 17 octobre, rejoignant par là le combat de Jean-Luc Kennedy. Mais Déninx montre bien quelque chose d'important, c'est-à-dire que le Charonne, avec ses Français morts, militants CGT et communistes, ont occulté les Algériens tués aussi, assassinés par la police. Souvent, on confond les deux manifestations, 17 octobre 61, 8 février 62, Charonne. Il y a le 17 octobre des Algériens qui réclament l'indépendance, qui réclament un État et qui protestent contre un couvre-feu raciste. Et ils disent cette société a édicté une loi raciste qui nous interdit, nous citoyens encore français, contre notre volonté, de sortir le soir, donc chasse aux faciès et ainsi de suite. Donc on a ça dans la manifestation d'octobre 61. Et dans la manifestation de Charonne, c'est une protestation contre des attentats terroristes menés par l'OAS, mais avec toujours le slogan de paix en Algérie. Le point commun important à signaler, c'est que ça se passe évidemment pendant la guerre d'Algérie, que quelque part les deux positions convergent, même s'il y en a une qui réclamait l'indépendance et l'autre ne réclamait pas l'indépendance, mais seulement la paix, ce qui n'est pas tout à fait pareil d'un point de vue politique. Et puis surtout, les assassins, c'est les mêmes. C'est-à-dire, c'est la police parisienne, c'est le préfet Papon, responsable de ces deux massacres, et puis ces deux histoires qui, si une a été... alors pour revenir, il y en a une qui a été honorée parce que... Dans mon film sur le 14 juillet 53, il y a un historien qui dit une phrase qui m'est restée, c'est qu'il n'y a pas de mémoire sans porteur de mémoire. C'est-à-dire que l'histoire, il y a plein d'événements, et puis de plus en plus, parce que l'information elle est de plus en plus importante, et en fait un événement chasse un autre. On est de plus en plus, etc. S'il n'y a pas de porteurs de mémoire, c'est-à-dire de gens qui commémorent, qui entretiennent cette mémoire, qui écrivent dessus, etc., l'histoire passe et on oublie après l'histoire. Ce qui s'est passé avec pourquoi le 17 octobre pendant longtemps a disparu de la mémoire, c'est parce que il n'y avait aucun... Les Algériens, ils étaient réprimés, il y avait eu... on parle d'au moins 200 morts. Le FLN n'avait pas de porte-parole qui pouvait envoyer, même un communiqué, ça passait pas, etc. Et puis... Je pense que aussi le rapport français, on va dire, par rapport aux étrangers en général et aux Algériens en particulier pendant la guerre d'Algérie, ils n'étaient pas forcément, on les considérait pas quelque part au même niveau. Pour Charonne, c'est différent, puisque les morts, ils sont tous des syndicalistes de la CGT, la grande majorité, ils étaient au Parti communiste français, donc du coup, ils sont devenus des porte-drapeaux, comme dit une autre historienne, et du coup, on a fait des obsèques, on parle d'1 million, bon c'est peut-être exagéré, mais 1 million de personnes qui défilent aux obsèques. Il y a eu personne n'a défilé aux obsèques des Algériens. Enfin, il y a eu, ça a disparu. Oui, c'est disparu. D'ailleurs, vous faites allusion dans le film au camp de concentration de Vincennes, c'est-à-dire que la mémoire a été, la vérité tout simplement, au-delà de la mémoire, a été complètement occultée. C'est-à-dire que la vérité n'a pas pu se faire jour, l'enquête n'a pas pu avoir lieu. Voilà. Oui. Maintenant, il y a aussi une interrogation, tout à fait, mais il y a une interrogation, c'est comment se fait-il que, même si les gens n'étaient pas dans la manifestation, il y a eu quand même des témoins, il y a eu plusieurs documents qui ont attesté de cette répression. Et
Qui ont été censurés ? Qui ont été tout de suite censurés, mais du coup, il n'y a pas eu de mouvement réel de protestation. Il faut voir que, par rapport au 17 octobre, je parle, 17 octobre, la première réaction, ça a été, je crois, la première manif date du 31 octobre. Non mais, je ne sais pas si on se rend compte, la première manifestation, et c'est un petit comité, le comité Maurice Audin, avec Jean-Paul Sartre, etc., qui manifeste pour protester contre ça. En plus, je crois qu'il y a un attentat, enfin, il y a un petit attentat, etc., pour les intimider, etc., etc. Mais les partis traditionnels de gauche étaient absents de ce combat-là. C'est-à-dire que l'éloignement entre le FLN, la rupture entre le FLN et la gauche française, à part une partie du PSU et une partie de l'UNEF, était très grande depuis 1956, depuis le vote des pouvoirs spéciaux par la gauche. C'est-à-dire, en gros, vote que la suite de l'Algérie, on le remet aux mains des militaires pour que la France reste en Algérie. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, le FLN s'est dit, il y a une rupture de fait avec le... Et après les accords d'Évian, il y a eu une chape de plomb qui a été mise sur toute cette histoire, parce que qualifiée de douloureuse, etc. Ah oui. Donc, absolument. Il y a eu un empêchement de pouvoir même y penser ou se souvenir. Absolument. C'est-à-dire, mais même déjà je sais pas moi, en novembre, on parlait déjà plus de la manifestation du 17 octobre. D'ailleurs, je le dis dans mon film, lors des obsèques de Charonne, il y a qu'un syndicat, c'est la CFTC, qui reparle des morts du 17 octobre. Donc déjà, c'est un peu, ça a disparu de l'histoire en fait, parce qu'ils l'évoquent, ils évoquent juste ce truc-là. C'est très juste, mais ils l'évoquent, voilà, et c'est pas très fort. Et du coup, ces morts-là, ils font partie des portées disparues, de l'histoire. Et ça revient, Déjà, il y a le film de Jacques Panigel, Octobre à Paris, qui est censuré tout de suite dès début 62. Je crois qu'il était fini en fin 61. Début 62, il est interdit. Et il sera interdit très longtemps, pendant très très longtemps. Et il n'y a que ces dernières années où il a pu réapparaître. Et je pense que cette histoire a disparu complètement de la mémoire et est ressortie dans les années 80, pas avant. Et Didier Deninx l'a ressorti notamment parce qu'il a voulu faire tout à fait un livre, un roman par rapport à l'histoire de Charonne, parce qu'il était aux obsèques, il avait sa voisine Suzanne Martorell qui a été assassinée à ce jour-là, etc. Et donc il voulait faire quelque chose là-dessus. Et quand il a été aux archives, il est tombé sur un archiviste qui a dit « Mais est-ce que tu connais ce qui était censuré, ce qui n'était pas censuré par rapport aux journaux du 17 octobre ?» Et lui, il tombait des nues. Il n'était pas au courant, c'est-à-dire ça avait vraiment gommé. Et en en lui montrant les journaux de l'époque, d'un seul coup, il a réalisé qu'il y avait un autre massacre. Et du coup, il a construit son livre par rapport à ça. Voilà. Et donc ça a été un premier point de départ. Enfin, il y avait déjà eu d'autres livres, mais un premier truc important par rapport au 17 octobre. Et vous, votre point de départ, Daniel Kupferstein, pour faire ce film Dissimulation d'un massacre, 17 octobre 1961, ça a été Jean-Luc Kennedy. Oui, alors, comment ça s'est passé ? Jean-Luc Kennedy, je le connais depuis très longtemps, puisque je me souviens même d'avoir été, lors de la présentation de son premier livre sur l'affaire Yveton, il l'a présenté, c'était sorti à l'Harmattan, c'était dans la petite boutique, etc. Et ça datait de 87, 88 ou 89, par là. Enfin, je ne sais plus exactement, mais c'est par là. Donc, je me souviens de ça. Mais surtout, je savais qu'il travaillait sur l'histoire du 17 octobre. Moi, j'étais plus ou moins au courant de cette histoire parce que j'avais vu le film Octobre à Paris 2-3 ans avant, etc. Donc, je savais qu'il travaillait dessus. Et en 91,
ou même 90, puisqu'il allait finir d'écrire. Son livre est paru en 91 pour les 30 ans du massacre. Je voulais faire aussi un film documentaire autour de ça. Et finalement, ça n'a pas pu se faire. Donc du coup, bon, c'est resté comme ça. J'ai pas pu faire ce film à ce moment-là. Mais j'étais au courant de l'histoire. Donc comme j'ai vu qu'il y avait d'autres films documentaires qui sont parus en 93, 94, par là, dans ces années-là, bon, bah, très bien, etc. Or, Papon intente un procès à Jean-Luc Einaudi. Et un jour, un matin, non, enfin la veille, ou 2 jours avant, je ne sais plus, il m'appelle, Jean-Luc Einaudi, il me dit « Daniel, démerde-toi, trouve une caméra, j'ai besoin d'aller interviewer Gérard Monat, qui était l'ancien président du syndicat général de la police parisienne, et qui, notamment en 61, et il est malade, il ne peut pas se déplacer pour mon procès, donc je savais qu'il y avait son procès, et il me dit le président du tribunal accepte le témoignage en vidéo, donc il faut absolument qu'on aille le filmer. Je vais tu viens un matin à 4h du matin, on est parti interviewer Gérard Monat, et effectivement j'ai fait un petit montage, et ce montage est passé dans son procès, voilà. Et c'était important parce que notamment il affirme qu'il y a eu des policiers qui sont venus voir, qui faisaient partie de l'Institut médico-légal, qui sont venus lui dire qu'on leur a donné l'ordre de jeter des cadavres à la Seine, quoi. Donc c'est quand même quelque chose de très fort. Et au cours de ce voyage, Jean-Luc me dit mais Daniel, pourquoi tu filmerais pas autour du procès ? Alors là, du coup, ça avait un sens, parce que c'était la difficulté de la mémoire. C'est-à-dire qu'il y avait eu son livre, il y avait eu des films sur l'événement lui-même, mais il y avait toute la difficulté de la mémoire, c'est-à-dire à la fois comment cette histoire a été occultée et disparue de la mémoire, et comment des gens comme lui, mais comme Didier Deninx et comme d'autres, ont cherché à dire la vérité, révéler. Marcel Tria. Je crois me souvenir qu'on a reçu beaucoup de lettres. Mais 2 sortes de lettres, évidemment. On a reçu beaucoup de lettres de gens qui disent « Enfin, on parle de ces choses-là à la télé ». Et puis d'autres lettres d'injures, anonymes. Vous êtes des amis des bicots, on te fera la peau. Quelques photos, quelques mètres de film, aucun son. C'est tout ce qu'il nous reste de cette nuit de violence organisée. Une nuit que les Français, pendant 20 ans, ont tout fait pour oublier. Vous vous rendez compte cette image-là, quand même, hein, les bus parisiens qui servent à cette tâche. Et on est en 61, c'est en 43 que les bus parisiens ont servi à faire la même chose avec les Juifs. Il n'y a pas eu la réaction, la révolte que ça aurait dû provoquer. C'est ce jour-là qu'un mot nouveau a fait son apparition dans la langue française, ratonnade. Il y avait là un quart de police. Le gardien s'est affolé, il a tiré. Et juste ici, à l'endroit où nous sommes, il y avait 3 cadavres d'Algériens. L'impression que j'en garde, moi, c'est que le peuple de Paris, ce soir-là, s'est transformé en indicateur de police, en auxiliaire de police. Il montrait du doigt, il disait « Là, monsieur l'agent, là, monsieur l'agent », en désignant les Algériens qui allaient s'abriter dans des maisons. D'après le FLN, il y a eu 200 morts et 400 disparus. D'après Roger Frey, ministre de l'Intérieur, 2 morts, 64 blessés. À l'Assemblée nationale, Claudius Petit, qui pourtant n'appartient pas à l'opposition de gauche, le prend violemment à partie. Alors, une chose vous frappe, et vous le dites dans votre intervention, c'est que la police a agi dans le calme. Et oui, parce qu'elle a agi dans le calme, dans le cadre d'une consigne. Dans le cadre presque dans le cadre de quelque chose qui, on ne peut pas dire qui était couvert, mais qui était la conclusion fatale d'une décision malheureuse. Il le dit à demi-mot, hein, c'est quand même un ancien ministre, ça a du mal à sortir, mais enfin en gros il le dit, quoi. C'est un massacre organisé. Et je trouve que Claudius Petit s'est grandi en reconnaissant que les siens s'étaient mal conduits. Voilà.
Ça arrive de temps en temps, les politiciens qui se conduisent bien, il faut le reconnaître. Pour quelques tombes au cimetière musulman de Bobigny, combien de morts sans sépulture? Je pensais à toutes ces familles qui n'ont pas eu la possibilité d'enterrer leurs morts, qui ne savent même pas ce qu'ils sont devenus, sans doute dans une fosse commune, comme des chiens, quoi. Et ce que j'espérais, c'est que un reportage puisse servir de tombe. Au moins que ce ne soit pas oublié. Voilà, donc j'ai essayé de retrouver un petit peu tous les gens qui se sont battus pour qu'on connaisse un peu cette histoire. Et donc j'ai orienté ce film à travers le procès, mais ça a mis du temps avant d'être produit, et donc je l'ai finalement fini. Le procès date de 98, je crois, donc je l'ai fini 3 ans après, en 2001, pour les 40 ans. Voilà. Donc ça a été le premier film voilà, qui est dissimulation d'un massacre, qui est vraiment, on raconte comment ce massacre a été dissimulé pendant au moins 30 ans. Alors, Daniel Kupferstein, c'est un peu la même démarche que vous avez adoptée, d'aller chercher des témoignages, d'aller interroger notamment la police pour ce dernier film, Les balles du 14 juillet 1953. Ce massacre du 14 juillet 1953, personne n'en a entendu parler. Vous l'avez découvert comment? En fait, c'est un peu le hasard. Quand j'ai fait d'abord, j'ai fait le film sur le 17 octobre 61, et puis j'ai eu besoin, parce que c'était confondu avec ce qui se passait à Charonne, j'ai eu besoin de faire aussi le film sur Charonne pour comprendre et les différences et les ressemblances par rapport à Charonne. Et c'est au cours du tournage sur le film sur Charonne, qui s'appelle Mourir à Charonne, pourquoi, que j'ai rencontré quelqu'un qui était au métro Charonne, et je l'ai interviewé parce qu'il a secouru des gens dans le métro, etc. Voilà. Et avant de commencer, il me raconte, il me dit, mais tu sais, j'étais dans une autre manifestation le 14 juillet 1953, etc. Et moi, dans ma tête, je me dis très rapidement, je me dis, mais il va commencer à me raconter toute sa vie. Voilà, donc en fait, j'avais envie qu'il accélère pour passer au sujet pour lequel j'étais venu, quoi, en gros. Et donc, mais je le filme quand même. Il me raconte son histoire, bon, ça dure 5-10 minutes, et puis très rapidement, je dis, bon, on y va sur Charonne. Et puis, hop, j'avais complètement oublié de cette histoire. Je savais, voilà, après j'ai monté le film, etc. Justement, lors de la première de ce film, Mourir à Charonne, pourquoi, j'invite Danielle Tartakovsky, qui est une historienne, avec des témoins qui étaient là, présents à Charonne, etc. Et il y a tout un débat, puis à un moment, Danielle Tartakovsky a dit, Daniel, tu devrais faire un autre film sur l'histoire du 14 juillet 53. Alors moi, ça me revenait l'histoire qu'il m'avait racontée, ce témoin, donc ça me revenait, c'était un massacre, il y avait eu des morts, mais je venais juste de finir le deuxième film, c'est-à-dire je venais de finir 17 octobre et Charonne. Voilà, c'était bon dans ma tête, c'est bon, voilà, j'ai contribué à l'histoire, contribué à la mémoire, c'est bon, j'allais. Et j'ai dit devant tout le monde, j'ai dit, c'est bon, je ne veux pas devenir le spécialiste des massacres parisiens. Donc j'ai fait. Si. Voilà. Alors du coup, j'ai fait rigoler tout le monde parce que j'avais d'autres sujets sur le harcèlement, sur la maison des parents à Bobigny, enfin bon, plein d'autres trucs. Et il s'est passé que. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, hein, qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un? Un jour, à peu près 3-4 mois après cette première, je me suis réveillé un matin et j'ai réalisé, en me réveillant, hein, donc ça avait travaillé sûrement toute la nuit, et j'ai réalisé que les témoins de 53, de ce massacre dont je connaissais absolument rien,
Je connaissais rien, hein. Mais je me suis dit, mais 53, mais tous les témoins, mettons qu'ils ont 20 ans en 53, mais les plus jeunes, ils ont 60, enfin à l'époque, ils ont 78, voilà. J'ai dit, mais si je veux avoir de la mémoire, c'est maintenant ou jamais, si je veux trouver des témoins, etc. etc. Et d'ailleurs, quelque part, j'ai bien fait, parce qu'il y en a plusieurs qui sont décédés depuis. Hein, et donc, à partir de ce moment-là, je me suis renseigné, je me suis... voilà, d'ailleurs, il y a le fils pour montrer que les histoires se suivent, Yves Bernard, qui est le fils de Jean-Pierre Bernard, qui a été tué à Charonne, qui est devenu un ami, si on peut dire. Il m'a envoyé tout ce qu'il a trouvé sur Internet par rapport au 14 juillet, par exemple. Et à partir de là, j'ai pu commencer à construire des choses, etc. Et petit à petit, j'ai rencontré des gens, des témoins, et puis surtout, j'étais en Algérie. Et là, j'ai rencontré tous les témoins, qui étaient là, qui étaient dans la manifestation, les gens qui étaient là au moment des enterrements, etc., etc. Et à partir de là, j'ai eu après les historiens. Donc, il y avait Daniel Tartakovsky qui avait travaillé un peu sur le sujet, il y avait Maurice Rachfus qui a écrit un livre dessus, et il y avait Emmanuel Blanchard qui a écrit un bon chapitre aussi dans son livre sur la police parisienne et les Algériens. Et oui, parce qu'on est encore une fois dans un massacre commis par la police parisienne. Alors voilà, oui, alors du coup qu'est-ce qui s'est passé donc le 14 juillet 53 ? Eh ben, c'était une manifestation autorisée, classique. Tous les 14 juillet depuis 1935, la gauche manifestait. En queue de cortège, il y avait à l'époque, donc il n'y avait pas le FLN, puisqu'on était avant la guerre d'Algérie, il y avait le MTLD, c'est le mouvement du triomphe des libertés démocratiques, c'était le mouvement nationaliste algérien, et ce mouvement défilait, etc. Ils étaient assez importants parce qu'ils étaient au moins un tiers de l'ensemble de la manifestation. Donc c'était énorme. Et ils défilaient d'une manière complètement différente des Français, dans la mesure où ils défilaient très militairement. Et on les voit, les photos qu'on voit, c'est des photos, ils ne sont pas rangés, ils ont les membres du service d'ordre avec un petit brassard vert, enfin blanc et vert, sur les côtés qui les encadrent. Ils défilent très... Ils sont bien habillés. Ils sont bien habillés parce que, bon, d'abord c'est un jour férié et ils veulent se montrer bien, comme il faut, etc. C'est quelque chose d'important pour eux. Oui, Emmanuel Blanchard le dit d'ailleurs, ouais. Il dit c'est pour lutter contre les clichés qu'on peut avoir contre les colonisés, voilà. C'est-à-dire capable de s'organiser et capable aussi d'impressionner voilà. Par leur tenue. Et ça d'après ce qu'ils disent les historiens et puis même les témoins, leur cortège tranchait avec le cortège des Français qui était plus festif, plus entre guillemets décontracté. Voilà. Donc, et ils manifestent et ils arrivent. Évidemment, il y a le drapeau algérien. Évidemment, il y a le portrait de Messali Hadj, qui était leur leader à l'époque. Et la police, place de la Nation, se rue sur les pancartes, banderoles et affiches et essaye de les enlever. Les Algériens ne se laissent pas faire. Ils ne débinent pas, ils ne s'en vont pas, ils ripostent. D'abord parce qu'il n'y avait pas beaucoup de flics qui ont agressé et qu'ils étaient quand même très remontés. Et donc, ils leur foutent dessus. Très rapidement, ça dégénère. Et très rapidement, on va dire presque, entre guillemets, naturellement, les flics tirent. C'est-à-dire que c'est pas comme à Charonne, où les morts sont... les 3/4 sont morts étouffés sur les marches du métro. Là, ils tirent ouvertement. Et j'ai retrouvé 50 noms de blessés par balle. Tout ça en 20 minutes. Donc j'ai une liste de 50 noms de blessés par balle. Alors balle dans le cou, balle dans le ventre, balle dans la tête, balle dans l'épaule, balle dans les pieds, balle dans les jambes, etc. Balle dans les parties sexuelles, etc. etc. Enfin voilà. Et tout ça, plus les 7 morts. Et alors, donc ils ont visé les Algériens, donc il y a 6 Algériens qui sont tués.
plus un Français, Maurice Lureau, qui était un métallurgiste, et qui, d'après un témoin, a voulu s'est précipité devant les flics pour qu'ils arrêtent de tirer, pour leur dire stop. Donc voilà, il paraît qu'il a levé les mains comme ça, et il s'est pris une balle. Il est mort comme ça. Alors justement, ça s'appelle les balles du 14 juillet 53. Les balles ont un sens particulier puisque ces balles, elles se sont... De ZLES. Oui, bien sûr. Au féminin, elles se sont démultipliées, ces balles. Alors on a été convoqué le soir à la préfecture de police, interrogé à tour de rôle, et puis encore convoqué pour la semaine par les GS, pour savoir justifier les balles. Mais les balles, c'était pas juste, parce que les gars, ils ont été en chercher chez Gaston Annette, Franklin Roosevelt. Il y avait l'armurerie, là, Gaston Annette. Il y a quand même eu un début d'enquête judiciaire qui s'est terminé par un non-lieu, évidemment, enfin malheureusement. Et là, on peut... on a pu, d'après les archives que j'ai trouvées, et d'après les 2 témoignages des 2 policiers qui ont accepté d'être filmés, on peut dire qu'il y a eu une manipulation d'État d'un corps, en l'occurrence la police, pour masquer le crime. C'est-à-dire, on sait, c'est-à-dire chaque balle est numérotée, et on sait exactement, quand on retrouve une douille, à qui appartient, qui a tiré. De quel policier ça vient, etc. On le sait. Voilà, c'est le règlement. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin bon, il y a un règlement comme ça. Donc c'est assez simple de savoir si la balle qu'on a retrouvée, la douille qu'on a retrouvée dans le corps de machin appartient à... Ça veut dire qu'on sait qui est le tueur, en gros. Là, il se trouve que, d'après les témoins, il y en a un qui dit il y a eu 210 douilles qui ont été ramassées. Il se trouve que dans les archives, on ne trouve que 16 balles qui ont été analysées, et en fait il y en a que je crois que 9 qu'ils ont analysé vraiment, il y en a que 9, et donc tout le reste on ne sait pas où c'est. Alors voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé, et pour que les policiers puissent se rendre et pas dire j'ai tiré X balles, etc., pour faire passer la pilule, ils vont acheter dans un magasin, en plus il y en a un des policiers qui cite le nom du magasin, qui était sur les Champs-Élysées, ils disent qu'ils vont acheter des balles dans un magasin, une armurerie, et ils remplissent comme ça, ni vu ni connu, ils rendent les balles et ils disent on n'a tiré qu'une balle en l'air, généralement, et tous les policiers témoignent qu'ils ont tiré en l'air ou éventuellement par légitime défense parce qu'ils se sentaient menacés, mais sans viser. En l'occurrence, vous avez rencontré... Et les témoins, 60 ans après, les témoins racontent, mais non, il y en a un qui insiste en disant non, j'ai pas tiré, enfin on n'a pas tiré en l'air, on a tiré à l'horizontale, et il insiste sur ce mot, à l'horizontale. Moi je sais que j'avais le chargeur de 10 cartouches. Il en est parti 9. 9 et... J'étais à l'horizontale, moi aussi. À un moment, je me suis demandé si j'allais pas mettre comme titre du film à l'horizontale, parce que c'est tellement fort. Et quand il le dit, on voit le tueur, quoi. Enfin, on voit le tueur et on voit le mec qui se sent totalement dans l'impunité, c'est-à-dire qui fait ce qu'on lui demande de faire et qui fait quelque chose de pour lui naturel. Il a fait son métier et on lui a dit il n'y a pas eu d'ordre a priori, mais c'était implicite les ordres. C'était implicite. Et en tous les cas, ce qui m'a un peu surpris, c'est qu'il n'y a pas de, ils n'ont pas, surtout lui, il n'y a pas de comment on peut dire, de remords, il y a pas, il a fait son boulot, voilà. Je crois qu'il n'a pas réalisé qu'en face, il avait des êtres humains comme lui. Je crois que ça, pour moi, c'était assez dur, ce témoignage, lui-là.
c'était assez dur parce que j'avais en face de moi, parce qu'il a dit qu'il avait tiré 9 balles, je crois, à l'horizontale. Donc il a dû probablement tuer quelqu'un, ou le blesser en tous les cas. Et le dire aussi froidement, comme ça, ce témoignage, ça m'a... D'ailleurs, dans le film, à la fin, enfin, bon, les gens, ils se rendent pas compte. Si, peut-être qu'ils se rendent compte. Peut-être, mais à la fin, j'ai mis un plan où on voit des arbres avec du vent, etc. Et en fait, c'est moi, je hurlais. C'est le lendemain du tournage et je hurlais. Enfin, on n'entend pas mon cri, mais je hurlais de désespoir de l'humanité, quoi, parce que c'est quand même. Enfin voilà, voir autant de négation humaine. Voilà, je sais que ça existe évidemment, mais de l'approcher, c'est toujours douloureux. Surtout, moi j'ai vu les familles des victimes. Oui, c'est ça aussi, c'est que j'avais rencontré avant les amis, les familles des victimes, voilà, des gens. Voilà, j'ai quand même rencontré le frère, le fils, la sœur des victimes, quoi, plus tous les autres blessés, et de voir cette indifférence, ça m'a touché, quoi. Voilà. Ben, c'est pour ça qu'il faut qu'on voit tous ce film. Ça s'appelle Les balles du 14 juillet 1953. Merci Daniel. De rien. Shine.